Mon parcours, il commence dans le ventre de ma mère. Ma mère qui était en 44, septembre 44, évidemment en prise avec tout ce qu'on peut imaginer quand on est juif pendant la guerre, et ce qui a été donc nommé la Shoah. J'ai certainement ressenti toutes ces souffrances qu'elle a dû ressentir quand elle a appris en 45 que toute sa famille avait disparu, évidemment, lors de la rafle du Val-d'Hiv en 42, en espérant qu'elle revienne, qu'une partie revienne en 45. Donc je suis né dans une période très difficile où mon père également a perdu toute sa famille en Pologne, dont il était originaire. Donc je pense que mon parcours commence là. C'est ce traumatisme, si vous voulez, où on ne pouvait pas parler aux enfants. On ne pouvait pas leur raconter ce qui s'était passé, c'était tabou, pour ne pas les traumatiser, malgré tout évidemment, ne serait-ce que par la transmission non verbale. Le fait que je sois né dans cette période, ça a été déjà un traumatisme. Mon père est donc polonais, d'une famille de 11 enfants, du côté de Łódź, ils habitaient donc près de Varsovie, et il a perdu toute sa famille. C'est donc toute sa famille qui est partie, il s'est retrouvé orphelin. Ça a été terrible, évidemment, au moment où il a pris ça, au moment où il est allé, est-ce que c'est l'hôtel Lutetia, je ne sais pas. En tout cas, il sait qu'il a appris que c'était terminé. Il ne verrait plus jamais sa famille. Et ma mère, allemande, une famille de 7 enfants, donc 5 ont disparu à Auschwitz, à la suite de la rafle du Vel-d'Hiv, 2 enfants ont survécu. C'est la maman qui est partie avec les 5 enfants. Cette fameuse nuit du 16 et 17 juillet 1942. Et ce qui est horrible dans cette histoire, c'est que les enfants ont été emportés, évidemment, mais le père, mon grand-père, Oscar, qui pensait que jamais on irait chercher les enfants et une femme, il s'est caché sous le lit. Donc je vous demande d'imaginer ce qu'a été sa souffrance. Il a vécu jusqu'à 65 ans, et ça a été terrible pour lui, le remords qu'il a dû ressentir, de ne pas pouvoir avoir été présent et d'accompagner sa famille. Donc mes 2 parents, donc ce qu'on appelle des juifs ashkénazes, mon père polonais, ma mère allemande, tous les 2 ont été frappés terriblement par cette Shoah. Herr Benes treibt Taktik, redet und will Verhandlungen organisieren, nach Genfer-Muster, die Fragen der Prozeduren klären und kleine Beruhigungsgeschenke geben. So geht das auf die Dauer nicht. Par rapport à cette enfance qui a été très bousculée, évidemment, je pense que mon caractère s'est constitué, s'est formé, si vous voulez, par rapport à une sorte de révolte, de résilience. Et effectivement, je pense que cette pulsion de mort, qui a été vraiment, si on peut dire, une pulsion à la fois par mes origines, mais aussi par mon éducation, si on peut dire, c'est-à-dire d'une famille quand même très heurtée, très, très blessée, par la pension, par tous ces événements. Et je pense que cette pulsion de mort, je dirais, quelque chose qui n'était pas facile, qui nécessitait chez moi une résistance, une résilience. Et je pense que cette pulsion de vie, je pense qu'il s'incarne dans ma manière d'être, ma révolte, cette façon, au fond, absolument associable peut-être quelque part, de rester en lien avec cette pulsion, cette crainte, cette peur que ça recommence. Il y a quelque chose en moi, si vous voulez, inscrit dans mes gènes, comme si il fallait absolument que je montre le contraire. Le processus créatif a été déclenché par le suicide de mon gendre, qui en fait, lui, était né dans les camps de concentration, né d'une mère juive qui avait été violée par ASS, qui a été adoptée évidemment après la guerre, etc. Donc son suicide, c'est un industriel qui, suite à un dépôt de bilan, n'a pas supporté, pour des raisons qu'on peut imaginer, un retour de cette souffrance qu'il a dû ressentir enfant. Bref, il s'est suicidé. Donc pour moi, si vous voulez, c'était un processus de création qui s'est déclenché. Vraiment, cette pulsion de vie dont j'ai déjà parlé, là, c'est reparti, je dirais, de plus fort. Et là, ça a été le besoin de créer à travers mes mains, à partir de mes mains, de la terre, de l'argile, avec une expression libre. Ça a été que l'expression de mes émotions que j'ai voulu traduire. Et ça a été donc un continuum, sans un début, sans une fin.
Donc la notion de temps par rapport à ce travail, de ce que j'appelle le Tolmen Art, ça a commencé en fait dans des ateliers à Tourcoing. J'en ai eu même plusieurs, 4 ou 5, dans des friches industrielles, dans des greniers d'usines qui n'étaient pas utilisés. J'ai passé 8 ans à faire les tolmen, ce que j'appelle les tolmen, c'est-à-dire les grandes sculptures. Accueillir ces sculptures qui étaient faites avec un torchis, donc qui ne supportaient pas l'extérieur. Normalement, on ne met pas des œuvres de cet acabit, de cette matière, à l'extérieur. Donc je me suis résolu à les mettre donc dehors. J'ai eu 2 propositions, donc Mosaïque, le Jardin des Cultures, à Houplain-en-Coine, et la Fondation Prouveau. J'ai accepté bien évidemment la Fondation Prouveau, car pour moi, ces sépultures, parce que pour moi, ces œuvres, ces sculptures, ces tolmens, c'est les sépultures de mes ancêtres. Ils n'ont pas eu de sépulture. Et ce sont des sépultures symboliques que j'ai voulu créer dans mon inconscient. Je n'ai jamais fait ça d'une manière évidemment volontaire. Et d'une certaine façon, je me suis dit que dans ce lieu bucolique, vraiment où il y avait des arbres pluricentenaires, peut-être trouverait-il là un lieu de paix, de repos. Il est important, je pense, de donner une notion de temporalité à cette installation. D'abord, le premier thème que j'ai choisi, ça a été Shoah 3000, point d'interrogation. Je pense que j'étais dans une phase de colère, de rage. C'était dans les années 2007. Et puis avec le temps, si vous voulez, ce processus de création m'a certainement un peu apaisé. J'avais exprimé, je dirais, ce trop-plein. Et j'ai donc donné un autre titre, ça a été Peace Garden. Et c'est à ce moment-là que Pierre Charlon est intervenu. Cette notion de jardin de la paix, c'était moi-même aussi quelque chose que je ressentais. Et donc Pierre est venu me rejoindre à ce moment-là. Pierre Charlon, qui est un sculpteur reconnu, travaille avec la pierre. Et donc m'a fait 2 grandes sculptures. C'est la 22e sculpture. Et je le dis en passant, chaque sculpture aura en finalité une lettre hébraïque. Aleph, Bet, Gimel, etc. Pour finir, la 3e thématique que j'ai choisie pour l'installation, après Peace Garden, le jardin de la paix, c'est Chrysalide des ombres que l'installation porte. La question finale qui se pose aujourd'hui, c'est comment pérenniser les sculptures. On l'aura compris, la pérennisation, elle passe par les survivants, par l'histoire, par la créativité, par ces sculptures, par d'autres œuvres. Il y a d'ailleurs en France et en Europe que 2 grandes installations comme celle-là. 2000 m², 22 sculptures. Donc c'est vraiment une installation Chrysalide des ombres qui doit, qu'à mon sens, devrait être pérennisée. Donc continuer pour transmettre cette mémoire. Si je ne parviens pas à trouver des jeunes, un chantier international chapeauté par une entreprise qui vont entretenir ces sculptures, c'est la nature qui va reprendre le dessus. Ce sera exactement comme les temples de Angkor Wat et elles vont disparaître. Et ce sera le dernier message qu'elles vont donner au monde. Regardez ce que vous faites de la mémoire, vous la laissez mourir, vous les laissez disparaître.